recevoir M. Nicolas Mesdorf, député de la 2e circonscription. Monsieur Mesdorf, bonjour, merci d'avoir répondu à cette invitation et merci d'être avec nous pour cette émission. Bonjour Radio Digital et merci de m'avoir invité. Première question, donc on va vite, on va faire ce que l'on peut, c'est d'accélérer un peu les choses puisqu'on a beaucoup de sujets à en parler aujourd'hui. Donc d'abord la première question, c'est bien sûr la démission de Madame Sonia Baquès du gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est l'information du jour en politique notamment. Donc quelle est votre réaction? C'est la décision de Madame Baquès. Elle s'était engagée à présenter sa démission au président de la République si elle perdait les élections sénatoriales. C'est ce qu'elle a fait. Le président de la République l'a accepté. Et donc on va maintenant retrouver Sonia Baquès ici en Nouvelle-Calédonie à plein temps et notamment à la province sud. Donc c'est aussi une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. En tous les cas, pour vous, donc, qui est un député donc, de notre pays et qui a dû travailler beaucoup avec Sonia Baquès en étant donc, à Paris pour les dossiers concernant le pays, parce que être secrétaire ministre donc, du gouvernement, il fallait que vous voyiez assez souvent donc, à Paris. Donc aujourd'hui, ça va changer un peu les choses. C'est vrai qu'au-delà de la question purement politique sur l'avenir institutionnel, on avait un intérêt à avoir Sonia Baquès à Paris, puisque c'était une Calédonienne qui faisait aussi avancer les dossiers pour la Nouvelle-Calédonie à côté. On voit qu'on va aider notamment la CLR pour la retraite, le régime handicap avec une subvention à l'État. Eh ben voilà, Sonia, elle n'y était pas étrangère, donc c'est toujours un relais de perdu pour nous, les Calédoniens là-bas. Après, on va continuer à avancer comme on faisait jusqu'ici. Hein. Pour continuer donc sur les questions d'actualité, une nouvelle sur l'usine du Nord. On annonce donc que Glencore annonce son intention de se retirer. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est un retrait, donc ce sera au mois de février, vous avez... Glencore a dit qu'il arrêtait son financement. On s'en doutait un peu, c'était une information qu'on avait dans les couloirs, on va dire dans les coulisses. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une mauvaise nouvelle pour la province Nord, et c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les familles qui travaillent à l'usine, les familles aussi de sous-traitants. Parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir de l'emploi dans notre pays et du pouvoir d'achat. Et le retrait de Glencore peut mettre en péril, bien sûr, plusieurs centaines d'emplois dans le Nord et donc plusieurs centaines de familles. Donc sur ce sujet, moi j'ai une position qui est très simple. C'est qu'on soit indépendantiste ou pas, qu'on soit de la province Nord ou non, c'est un outil de développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on doit faire cause commune sur ce sujet. Moi, je me tiens en tant que député à la disposition de l'exécutif de la province Nord et même de la Nouvelle-Calédonie pour aussi servir de relais à Paris pour voir comment l'État peut intervenir sur le sujet de manière à ce qu'on puisse maintenir les emplois. Donc je crois que là, pour le coup, et moi je l'avais dit pendant ma campagne législative, j'avais dit que j'étais loyaliste sur les questions de l'avenir institutionnel, très ferme sur cette question-là, mais que sur les questions du quotidien des Calédoniens, on porterait les choses ensemble. Le mois de février, c'est encore assez loin et assez proche, en tout cas. Donc, on a le temps, vous pensez? On a le temps et en même temps, si chacun ne prend pas ses responsabilités là où il est, ça va aller très vite. Moi, ce que j'ai demandé à l'État dans la nuit, parce que j'ai eu plusieurs contacts suite au communiqué de Glencore, c'est que sur l'avenir institutionnel, l'État nous a mis à disposition un homme à plein temps. C'est le préfet Rémi Bastille, qui s'occupe d'organiser les discussions entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Je crois qu'on ne s'exonérera pas de la mise en place d'un monsieur Nickel qui devra coordonner les choses entre le soutien de l'État, les collectivités calédoniennes et les multinationales. Parce qu'on a fait une réunion à Bercy l'autre jour avec Bruno Le Maire lorsqu'on était tous à Paris. Mais on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, mais derrière, la machine, elle tourne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc, il faut désigner quelqu'un qui fasse le travail derrière, parce que sinon, on va encore attendre d'être au pied du mur pour réagir. Si vous permettez, je vais aussi parler toujours à propos de ces sujets d'actualité, donc de ce jour, c'est bien sûr l'annonce du soutien financier de 415 milliards de l'État
à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est arrivé aussi aujourd'hui, cette nouvelle. 400, non, pas 415 milliards de francs pacifiques. Hein. Oui, bien sûr. Non, pas 415 milliards de francs pacifiques, pardon. 4 millions d'euros, j'imagine, c'est ça? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? L'État est toujours là à... Oui, alors c'est 4,4 milliards de francs pacifiques, voilà, on y arrive tous les deux, d'aide pour la Nouvelle-Calédonie. C'est une aide d'urgence qui a été débloquée pour la caisse locale de retraite, bien sûr, pour que nos anciens puissent continuer de toucher leur retraite, en tout cas les anciens fonctionnaires. Et puis, c'est une aide aussi qui va au régime handicap, parce que c'est le régime le plus en difficulté aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et là encore, ça a été un travail commun qu'on a effectué, puisqu'il y a eu la demande de Louis Mapou lorsqu'il a été plusieurs fois à Paris et qu'il a rencontré Gérald Darmanin. Et puis, nous, on était en soutien de ça. C'est-à-dire qu'avec Sonia Backès et moi-même, on a considéré que l'État devait aider. Alors, c'est pas ce qui va sauver la Calédonie sur les prochaines années, mais ça va nous permettre de finir l'année. Je me rappelle qu'il y avait, l'année dernière, lorsqu'on était en campagne, vous aviez évoqué la possibilité de pouvoir demander à l'État que les dettes donc, de la Nouvelle-Calédonie soient transformées en subventions. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou... C'est dans le document qui est présenté par Gérald Darmanin, puisque dans le document qu'a présenté Gérald Darmanin sur l'avenir institutionnel, il y a une partie économie où on parle de l'apurement des dettes de la Nouvelle-Calédonie. Et dans cet apurement des dettes, il y a plusieurs dispositifs, que ce soit l'étalement ou la transformation de prêts en subvention pour les dépenses qui ont concerné le Covid. Donc voilà, ça avait été toujours très lié aux discussions sur l'avenir institutionnel, bien évidemment, parce que je l'ai dit plusieurs fois, l'État ne débloquera pas d'argent tant qu'on n'avancera pas sur les discussions institutionnelles. Et donc, comme c'est un projet d'accord global qui règle plusieurs problèmes, il y avait la question de l'apurement des dettes. Donc oui, c'est dans le document. Vous parlez donc des discussions sur l'avenir institutionnel, évidemment. Donc, est-ce que c'est un frein sur l'élan donc des loyalistes avec le fait que Sonia Backès n'a pas été élue sénatrice? Il faut regarder avant et après. Avant, Sonia Backès était secrétaire d'État et on avait 2 sénateurs loyalistes. À la fin de ces élections sénatoriales, on n'a plus de secrétaire d'État. On a un sénateur indépendantiste et un autre sénateur élu par les indépendantistes. Donc la situation est moins bonne qu'au départ. D'ailleurs, je tiens à féliciter le FLNKS, qui a été très stratège et qui a brillamment utilisé les ambitions personnelles chez nous pour pouvoir se projeter à Paris, malgré le fait qu'il soit minoritaire dans les grands électeurs. Je crois que ça doit nous servir de leçon. Je l'ai dit sur une radio concurrente de Radio Jido l'autre jour. Je dis qu'il faut que nous, on s'inspire des indépendantistes dans le fonctionnement. Dans la mesure où les indépendantistes, eux, ils fonctionnent par bloc. C'est pas l'individu qui compte, c'est le bloc et c'est le combat. On voit qu'il y avait des grosses dissensions entre l'Union calédonienne et le Palika sur les questions de l'avenir institutionnel. Pourtant, au moment des sénatoriales, on avait un ticket entre une candidate Union calédonienne et un candidat Union calédonienne et une suppléante du Palika. Vous auriez imaginé la même situation chez les loyalistes, avec les grosses différences qu'il y a entre ces 2 partis indépendantistes. Nous, on n'aurait été jamais capable de faire un ticket comme ça. Donc, il faut que nous aussi, on fonctionne plus avec l'idée du combat qui doit avancer, et que nous sommes que des porte-paroles et des relais de ce combat-là. Voilà, donc c'est un moment aussi d'introspection pour nous, de réflexion. Ça nous permet aussi de réfléchir à nos erreurs et de savoir comment ne plus les reproduire. Et justement, donc, pour l'avenir, pour les discussions de l'avenir de notre pays, il est vraiment... Vous allez rencontrer ces nouveaux sénateurs demain à Paris? De toute façon, ils seront autour de la table pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Les parlementaires sont là. Donc, il y aura Robert Rouy, j'imagine, pour le FLNKS qui sera invité. Et puis, Georges Naturel qui sera là aussi. Donc, sur les questions calédoniennes concernant l'avenir, oui. Après, il y a quand même un fonctionnement très différencié entre l'Assemblée nationale pour les textes de loi, de manière générale en France, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On ne se voit pas souvent dans nos métiers de députés et de sénateurs. On étudie les mêmes textes, mais pas au même moment. Donc, je les verrai, je pense, uniquement sur l'avenir institutionnel. Oui. C'est important donc, que vous suivez le calendrier prévu par l'État sur les discussions sur l'avenir. Oui, de toute façon, après, vous savez, les sénatoriales, c'est une étape politique comme il en existe toujours. Et l'idée, c'est aussi
de continuer à avancer sur l'avenir, de travailler sur le document de Gérald Darmanin. Je crois qu'il confirmera sa venue dans les prochains jours. Il faut qu'on avance de toute façon. Là-dessus, le calendrier et la méthode doivent être respectés. Et justement, le document, vous l'avez partagé avec les militants? Alors, on a fait une tournée des loyalistes. On a été à Nouméa, à l'hippodrome. On a été à Koné, en province nord, avec Alcide Ponga. On a été à La Foix pour présenter un petit peu ce qui s'était passé à Paris. La transparence, pour nous, c'est important. Le retour aux militants, le retour aux sympathisants, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer les choses. C'est pour nous un fondamental. Aujourd'hui, les Calédoniens veulent savoir qu'est-ce qu'il en sera de leur avenir. Et donc, on se doit d'avoir finalement ce retour envers nos militants. Oui. Vous savez très bien que la question du corps électoral, le FLNKS n'est pas tout à fait d'accord, n'est pas bien d'accord avec ce qui est proposé, ou certains, il y a nuance quand même sur les positionnements, mais sur le corps électoral maintenant, qu'est-ce que vous dites vous? Nous, on dit toujours la même chose. Hein. On dit toujours la même chose. Il faut l'ouvrir. Mais de toute façon, après, le FLNKS, il a signé pour ouvrir. Il ne faut pas oublier, lors de la dernière venue de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS avait signé un document pour ouvrir le dégel du corps électoral, et le FLNKS avait dit que ça ne pourra pas aller en dessous de 10 ans glissants. Voilà ce qui avait été finalement l'équilibre trouvé en 98 lors de l'accord de Nouméa. Donc pour nous, on considère que le dégel il est acté, même avec les indépendantistes. Maintenant, la question qui se pose sur ce dégel, c'est la durée qui va être en face. Il faut dégeler parce que qu'on soit indépendantiste ou pas, je crois qu'on est tous des humains. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans notre pays, qui travaille, qui paye ses impôts depuis des années, qui est investi dans la vie publique et dans la vie associative. Bon, ben, il a le droit de voter pour celui qui les représente. Bien évidemment que il faut que la citoyenneté calédonienne demeure, parce qu'on est très attaché à notre citoyenneté calédonienne. Enfin, c'est pas parce qu'on est non indépendantiste qu'on est contre la citoyenneté calédonienne, au contraire. Simplement, il faut permettre à ces citoyennetés de pouvoir respirer, d'être ouvertes aussi au monde, parce que si on reste entre nous, parfois on ne progresse plus aussi. La question justement de la citoyenneté, donc ouvrir complètement, ça risque pas de noyer justement les citoyens de ce pays? De toute façon, l'ouverture totale, l'État a proposé 7 ans. Hein. Nous, les loyalistes, on était sur 3 ans, les indépendantistes disent 10 à minima. Donc, on ne sera pas sur une ouverture totale compte tenu de la tenue des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Après, il faut voir quelle durée est acceptable. Nous, on considère que 10 ans, c'est trop. C'est-à-dire que, quand même, quand on passe 10 ans dans un pays et qu'on s'y investit, on a le droit de voter pour ceux qui nous représentent. C'est fondamental. Et il ne faut pas avoir peur de la question d'être noyé ou pas, parce que de toute façon, une fois qu'on aura terminé ces accords politiques, la Calédonie va rentrer dans une nouvelle ère de développement, et on aura besoin des gens de l'extérieur. Bien évidemment que les Calédoniens doivent, eux, prendre leur part et leur responsabilité dans la construction de leur pays. Mais vous savez, il y a des gens qui sont venus en Nouvelle-Calédonie et qui ont contribué autant, voire plus que certains Calédoniens au développement de ce pays. Et même, moi je me rappelle que la radio Jido, une radio indépendantiste, a été fondée par quelqu'un qui est arrivé de métropole. Donc il ne faut pas se fermer au reste du monde. C'est un pays qui s'enferme sur lui-même, c'est un pays qui meurt doucement. Donc il y a la question du curseur qui est importante à se poser, mais il ne faut pas se fermer. Voilà 1 an que vous êtes donc au Parlement, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez, comment vous voyez, vous aujourd'hui, après 1 an de présence Écoutez, c'est un travail qui est honorable. Après, tout le monde sait que moi, j'étais pas demandeur d'aller à l'Assemblée nationale. Hein. Moi, j'étais maire de La Foix et j'y étais bien. C'était une décision collective des loyalistes de m'avoir présenté. Je fais mon travail du mieux que je peux. La distance est parfois un peu compliquée. Et puis surtout, ce qui est important pour moi, voilà, c'est nos discussions sur l'avenir institutionnel, c'est ma priorité. Et puis surtout de pouvoir intervenir et d'être un relais de la Nouvelle-Calédonie auprès de l'État quand on a des problèmes sur la caisse locale de retraite, sur la question de Glencore aujourd'hui, qui pour moi est fondamentale. Donc voilà, c'est un peu aussi le rôle, entre guillemets, d'ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie à Paris qui me plaît aussi. Oui. Les dossiers sur lesquels vous avez vraiment, on va dire, travaillé?
Alors, la mise en place, bien évidemment, du service national universel, hein, c'est-à-dire la formation de nos jeunes, hein, le fait de les rassembler, de mettre un uniforme, de les faire passer du temps ensemble, comme un peu à l'époque du service militaire, même si c'est pas le service militaire encore, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Ça a été vraiment un engagement de campagne qui a été tenu pour ma part. Il y a eu le prolongement de la défiscalisation nationale pour l'aide à nos entreprises et donc l'aide à la création de nos emplois partout en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu les bons alimentaires, parce que vous savez que l'État avait mis en place, partout où il est compétent, un système d'aide à l'achat de produits alimentaires locaux dans les départements d'outre-mer. Et comme c'était une compétence de la Nouvelle-Calédonie, ça n'était pas prévu en Nouvelle-Calédonie. Sauf qu'on est en pleine crise économique, il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui ont du mal à s'acheter, à manger correctement. Et donc j'avais demandé à l'État, moi, de pouvoir mettre en place ici cette question des bons alimentaires pour les familles les plus nécessiteuses, et notamment celles qui sont à l'aide médicale. Et c'est quelque chose que j'ai obtenu. Donc moi, je tiens ma ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. J'ai été élu sur une ligne dure sur l'avenir institutionnel. Hein. J'ai plein d'indépendantistes qui m'en font le reproche, mais je me suis engagé à être ferme sur l'avenir institutionnel, et je le suis et je le reste. Mais à côté de cet avenir institutionnel, ce dont on parlait tout à l'heure, il y a toutes les questions du quotidien, et je m'étais engagé à travailler pour l'ensemble des Calédoniens sur ce sujet, et c'est chose qui a été faite. La question de la jeunesse est l'une des priorités pour vous. Ça reste toujours dans la priorité. La jeunesse calédonienne, c'est le cœur de notre engagement politique, parce que même s'il y a beaucoup d'anciens qui nous écoutent, et je les remercie de nous écouter, on se bat surtout pour l'avenir, pas trop pour le passé. Donc moi, je crois beaucoup en la jeunesse calédonienne et en la création d'une identité calédonienne. Vous savez, il y a beaucoup moi, je suis beaucoup suivi par les indépendantistes sur les réseaux sociaux, et ça me fait plaisir parce que je vois leurs commentaires, souvent mon cœur. Mais il y a beaucoup de références. Parfois, on me dit « Ah, t'es raciste, etc. » Moi, je voudrais préciser quelque chose là-dessus. Moi, je combats une idée, une conviction qui est l'indépendance. Parce que je considère que l'indépendance est une mauvaise chose pour les Calédoniens. Pour les Calédoniens de toute origine, même pour les Calédoniens kanaks, l'indépendance est une mauvaise chose. Mais je fais bien le distinguo entre la conviction et l'origine des gens. C'est-à-dire que pour moi, tous les indépendantistes ne sont pas kanaks et tous les kanaks ne sont pas indépendantistes. Et surtout, c'est pas la même chose. Je vais vous démontrer une chose, c'est qu'en plus, les loyalistes, c'est vraiment, les non-indépendantistes, c'est vraiment représentatif de toute la Nouvelle-Calédonie, puisque des Européens en Nouvelle-Calédonie, il n'y en a que 25%. Il n'y a que 25% d'Européens en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a des Asiatiques, il y a des Polynésiens, il y a des Métis, il y en a qui se considèrent que Calédoniens parce que l'Europe, c'était trop loin, etc. Et les loyalistes, les non-indépendantistes sont majoritaires. On a gagné le référendum, en tout cas, on est à plus de 50%. Eh bien, ça veut dire que quand même, ce mouvement non-indépendantiste, ce bloc non-indépendantiste, il est pluriculturel, il est pluriethnique. Et vous savez, moi, on a été par exemple, j'étais à Wailou. Vous savez combien de voix les non-indépendantistes ont fait à Wailou? Au référendum, 450. 450. Donc ça veut dire que, et puis il n'y a pas 450 blancs européens caldoches à Wailou. Donc ça veut dire que nous, notre question, elle n'est pas sur l'ethnie, elle n'est pas sur l'origine, elle est sur la conviction et les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est parce que c'est important, parce que je sais que je suis beaucoup suivi par les indépendantistes, et la jeunesse calédonienne, elle doit penser que les convictions politiques, c'est très différent de la question de notre identité. Voilà. Notre identité, elle est commune. Moi, je crois, j'ai grandi à Pouya, hein, dans une commune majoritairement kanak. Mes copains d'enfance sont tous kanaks. C'est pas du racisme, vous voulez dire? Ouais, parce qu'en fait, oui, parce que en fait, il y a une stratégie communautariste derrière les partis politiques. C'est-à-dire que le FLNKS dit, vous n'êtes pas un vrai kanak si vous n'êtes pas indépendantiste. Ça, c'est une stratégie politique pour amener tous les kanaks vers soi. Et donc, du coup, il y a certaines chez nous, des non-indépendantistes, qui disent « Ah ouais, mais si je suis trop dur avec les indépendantistes, je vais passer pour un anti-kanak. » Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On combat l'idée d'indépendance, on combat pas le kanak, parce que le kanak, en fait, c'est le calédonien, et c'est le mec comme nous. Donc, on a grandi avec et on grandit ensemble. Et donc, c'est le message que je veux passer, pour en revenir à votre question, à la jeunesse calédonienne. La jeunesse calédonienne, elle est pluriethnique, et il faut garder ça. Il faut surtout lutter contre le racisme en Nouvelle-Calédonie. Et je rappelle simplement aux auditeurs que le référendum sur lequel dont vous parlez, le FLNKS n'avait pas participé avec les indépendantistes notamment. C'était le troisième référendum.
Oui, bien sûr. Mais on a fait quand même beaucoup de voix à Wailou. Pour continuer donc sur le sujet, vous avez participé à la foire de Koumak et il me semble que, hors antenne tout à l'heure, on parlait de la foire. Je crois que c'était important pour vous de participer à certains événementiels du pays, vous l'avez dit. Bah après, moi, tout le monde me connaît. La Brousse, c'est chez moi. La foire de Koumak, elle est magnifique, elle est belle, elle est surtout très rurale, très agricole. Il y avait 260 chevaux à la foire de Borail, il y avait 120 coureurs de jeux équestres, de courses de stock, de barrel race, etc. C'est un peu notre culture et c'est un peu mon identité à moi. Donc, je suis pas en représentation quand je suis à Koumak, quand je suis en Brousse. Vous êtes le gars de l'endroit, quoi. Ouais, je suis le gars de l'endroit vous savez, des fois je suis à Paris, je suis dans les salons parisiens, dans les dorures de la République. Je suis un peu loin de chez moi. Et ces moments-là, c'est des moments où en fait je me force pas et puis je me sens bien avec les gens. Donc je suis resté 2 jours. Un député, lui, il reste pas 2 jours. Normalement, il vient, il fait un discours, il serre les paluches et puis il repart. Moi, j'étais chez moi, donc et puis qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien de voir cette Calédonie aussi broussarde qui est un peu loin de toutes nos problématiques politiciennes. Nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. La question de l'avenir de notre pays. Donc, est-ce que Darmanin va suivre son calendrier? C'est la question, même peut-être qu'on avait déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que le calendrier va rester tel qu'il est? Moi, c'est ce que je souhaite. Mais après, comme il y a le congrès de l'Union calédonienne début novembre. Le congrès de l'Union calédonienne début novembre, ça serait pas impossible que Gérald Darmanin attende la tenue de ce congrès pour savoir si l'UC ne revient pas un petit peu sur sa décision de quitter les discussions. Mais quoi qu'il arrive, parce que là on est sur une question de jour, hein, mais quoi qu'il arrive, je crois que l'État est très attaché à tenir les élections provinciales en 2024 parce que il y a un calendrier aussi à respecter, puis on va pas rester élu à vie, hein, on va pas repousser les élections provinciales à chaque fois d'1 an parce que moi je vais faire une mandature de 10 ans tout à l'heure. En tout cas, vous avez donc vous êtes jeune, donc vous êtes parmi ces jeunes députés, ces jeunes élus de notre pays, donc la discussion doit se faire pour l'avenir de ce pays. Mais de toute façon, c'est là encore, c'est drôle cette question que les indépendantistes nous posent à chaque fois et même certains loyalistes qui veulent faire le jeu des indépendantistes, c'est de dire mais il faut discuter. Mais qui c'est qui a dit qu'on voulait pas discuter? Parce que, entre nous, qui c'est qui est là depuis le début, assis sur la chaise à attendre les indépendantistes? Parce qu'elle est bien votre question. Mais qui refuse de discuter avec nous depuis le début? Vous savez, ça, je le prends très mal. Mais je le dis, et c'est pour ça que je suis très dur avec les indépendantistes. Ils refusent de discuter avec nous. Ils ne refusent pas. Si, bien sûr que si. Les indépendantistes refusent. Il faut qu'ils le fassent. Non, attends. Par exemple, la base. Non, mais Romain, monsieur Méhoul, vous faites bien votre travail. Et vraiment, Radio Dido a des intervieweurs de qualité. Mais quand on est indépendantiste, on est calédonien. Quand on est non-indépendantiste, on est calédonien. Bon, il y a une partie des Calédoniens, les indépendantistes, qui refusent de parler à l'autre partie des Calédoniens. Mais c'est pas la peine de nous dire après, il faut qu'on construise un pays ensemble, quand on refuse de nous discuter avec nous depuis 2 ans. Et puis en plus, vous dites un truc qui est assez exceptionnel. Enfin, vous dites peut-être que Romain est non-indépendantiste, mais enfin, je pense pas. Les indépendantistes disent une chose, ils disent, nous, on veut discuter avec l'État. Alors, les indépendantistes préfèrent discuter avec la France que discuter avec les autres Calédoniens. C'est quand même assez paradoxal, finalement. Vous êtes quand même représenté par l'État. Mais non, mais moi je suis un Calédonien qui veut rester français, je ne suis pas l'État. Donc c'est pas la même chose, un Calédonien qui veut rester français et l'État. Donc moi je dis les indépendantistes, quand ils disent qu'il faut construire ensemble, venez discuter, parce que pour l'instant c'est nous qui voulons discuter et vous qui ne voulez pas. Enfin, en tout cas l'Union calédonienne, parce que c'est vrai que l'Union calédonienne suspend. Voilà, mais pas le Palika et l'UPM. Le Palika et l'UPM, depuis le début, c'est vrai qu'ils sont réglo sur ce sujet, ils veulent discuter avec nous, parce que voilà, ils nous considèrent eux comme des Calédoniens, et donc c'est vrai qu'on a toujours une petite préférence pour le Palika et l'UPM, parce qu'au moins eux, ils nous considèrent. Vraiment pour terminer cet entretien, donc vous partez prochainement sur Paris, qu'est-ce qui va se faire et quel est le dossier sur lequel vous allez s'attacher à travailler. Là, il faut rentrer à Paris parce que la fin d'année en métropole, c'est toujours le vote du budget.
code du budget, et ça nous concerne beaucoup parce que qui dit budget dit les sous pour la Nouvelle-Calédonie. Donc vaut mieux être présent, surtout qu'on est en difficulté financière. Et puis la question du soutien au nickel se posera, du soutien à nos usines se posera. Et donc je peux pas louper ça. Donc je décolle le 9 octobre. Et je reviendrai avec Gérald Darmanin pour faire les discussions ici, si elles se déroulent ici. Et puis après, je repartirai pour finir le budget à Paris. Le dernier mot, c'est à vous. Vous êtes l'invité donc sur Jido Radio. La parole vous est donnée. Je voudrais remercier Radio Jido, tout simplement, parce que je suis pas le plus facile des non-indépendantistes, tout le monde l'a compris, mais je suis toujours invité chez vous, j'ai toujours la parole libre chez vous. Et donc, c'est une belle preuve de démocratie et de liberté d'expression. Donc, merci à chaque fois de m'inviter chez vous. Et puis, bonne continuation à Radio Jido. Merci beaucoup.